Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir donc dans ce musée de la carte à jouer qui est dans la bonne ville d'Issy-les-Moulineaux à proximité de Paris. Musée exceptionnel, d'une certaine manière musée unique. Nous sommes avec donc nos camarades Nicolas Ouellet de Radio-Canada. Mon cher Nicolas, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir. Laura Tenucci de France Télévisions, que vous connaissez depuis un peu plus longtemps que Nicolas. Michel Serrouti est l'ancêtre de cette émission. Il est là pour la radio-télévision suisse. Hello Guillaume. Voilà, merci mille fois. Évidemment, Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, et qui est d'une certaine manière le philosophe, le patron moral, l'inventeur, le personnage exceptionnel, le génie, donc qui a donné naissance à 300 millions de critiques. Tararat, tararat, tararat. Et notre ami Sylvestre Desfontaines. Mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour Guillaume. RTBF, vous allez commencer par votre petit instantané. Mon petit instantané, c'est PNL, le groupe de rap français. C'est un duo, deux frères. L'album s'appelle d'ailleurs Deux frères. Un groupe très secret, très mystérieux. Pas d'interview, pas de photos pendant les concerts. Et pourtant des millions de vues parce qu'ils ont une stratégie marketing d'enfer derrière. Un, la rareté, comme je viens de le dire. Et deux, le côté un peu maximaliste. Ils ont descendu les Champs-Élysées en bus. Donc grosse stratégie. Ce sont un peu les nouveaux Daft Punk, même si aujourd'hui on n'est plus en musique électronique, mais on est en rap. Rap is the new pop. Mon cher Yves. In Search of Mona Lisa, à la recherche de la Joconde. C'est donc la pochette du nouvel album de Santana, car la dernière fois où il a joué à Paris, Carlos Santana est allé au Louvre et a découvert la Joconde, et il a pensé que c'était une de ses amies, une de ses fiancées du temps passé. Car vous savez que Carlos croit à la réincarnation, aux anges, voilà, à beaucoup de... avec le Mahavishnu Orchestra. À beaucoup de choses. Voilà, Michel. Une photographie de la fête des vignerons qui doit dater de 1977 ou 1955, je ne suis pas bien sûr, puisque cette fête et les photos de cette fête eh bien, sont projetées au musée de l'appareil photographique de Vevey. Il faut savoir que la fête des vignerons aura lieu cette année en 2019 en Suisse. C'est un événement, ça a lieu entre 3 et 5 fois par siècle. Et la première édition remonte à 1797. Voilà. Une photo tirée de mes propres archives. C'est un pédalo en forme de cygne. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça fait partie d'une œuvre... Merci Michel de poser la question. Pourquoi Nicolas? Parce que c'est une œuvre de l'artiste visuel Shimabuku qui a participé à la Biennale d'art actuel et contemporain de Québec qui s'appelle Manif d'art. C'était la 9e édition qui s'est conclue il y a quelques jours. Ça a été vraiment plusieurs mois d'art visuel dans les galeries un peu partout à Québec, mais aussi dans le musée des Beaux-Arts, toujours au cœur de la ville de Québec, qui s'est investi dans ce nouveau pavillon La Sonde. Donc, une très belle manifestation d'art actuel qui a lieu aux 2 ans à Québec, qui va revenir donc en 2021. Laura. Moi, c'est cette photo de l'Arc de Triomphe. Presque 40 ans après avoir emballé le Pont Neuf, Christo va emballer l'Arc de Triomphe l'année prochaine, en 2020, avec 25 000 mètres carrés de tissu recyclable. Attention. Voici le sommaire de cette émission. Nous sommes dans 300 millions de critiques et je vous rappelle que nous sommes à Issy-les-Moulineaux, dans le musée de la carte à jouer. L'artiste belge Wim Delvoye est mis à l'honneur jusqu'au 21 juillet prochain par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Nous discuterons aujourd'hui de la compatibilité entre l'art classique et ses pièces souvent provocantes. Les célèbres sœurs pianistes Katia et Marielle Labec étaient récemment sur scène avec le leader de Radiohead. Comment s'organise un mariage rock si peu classique? Nous allons nous y intéresser. En Afrique, la mode est partout et pas seulement chez les couturiers et autres designers. Noémie Lenoir est allée la découvrir pour les besoins d'un documentaire en 2 parties diffusé sur TV5 Monde. C'est un sujet qui nous intéresse. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Nous allons parler d'art contemporain et nous allons nous intéresser à un artiste iconoclaste qui s'appelle Wim Delvoye, qui est mis à l'honneur jusqu'au 21 juillet prochain par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Personnage incontournable de l'autre côté donc de la frontière. Je vous propose de découvrir quelques images de cette exposition grâce à nos confrères de la RTBF. Et juste après, nous discuterons de la compatibilité, pardonnez-moi, entre l'art classique, bien évidemment, et les pièces souvent provocantes de Wim Delvoye. Regardez. Des flatulences aux déjections, bienvenue dans l'univers artistique de Wim Delvoye. C'est vraiment une réflexion sur la condition humaine. Cette célèbre cloaca est la traduction industrielle de notre fonctionnement digestif d'être humain. On ingurgite, on digère et tout se termine de la même façon,
pour tous. Les tubes, les bocaux et le plateau tournant, c'est l'éloge de l'égalité obligée pour tous. C'est une machine qui mange et qui fait caca. Alors tout le monde comprend. Dans la salle des Rubens, ces cochons de polystyrène recouverts de tapis persans précieux. Ils semblent engager une conversation avec les tableaux baroques. Wim Delvoye manie ici l'humour en provocateur méthodique. Le cochon, mais comme Wim Delvoye l'a déjà dit, c'est de la tirelire du pauvre, alors que l'art, c'est la tirelire du riche. Voilà. Donc il s'est toujours beaucoup intéressé à cet animal en tant que symbole de beaucoup de choses à la fois. C'est un symbole, il peut symboliser la saleté, il peut symboliser au contraire symboliser l'opulence aussi. L'exposition ne s'arrête pas là. Voici l'hélice de l'ADN humain en bronze, un entrelacs de Christ sur la croix. La pièce ressemble à une chapelle gothique. Les vitraux d'aujourd'hui sont faits de radiographie. Moi, je le touche, mais le public ne peut pas toucher. Je ne crois pas qu'il y a une élite. On est tous élites, tu vois. Et tout le monde comprend mon travail, j'espère, à leur niveau, avec leur culture aussi. J'aime bien que tout le monde m'aime. Je m'en fous un petit peu, mais en même temps, au fin du jour, j'espère que tout le monde peut m'apprécier. On le dit aussi fin homme d'affaires. Lui se voit comme un entrepreneur d'art façon Rubens. Alors Wim Delvoye dépose une 70aine d'œuvres dans les salles des musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles pour une confrontation étonnante. Nous allons commencer par vous, mon cher Sylvestre. Wim Delvoye est un personnage typique de la scène artistique belge de ces dernières années, c'est-à-dire avec Yann Fabre et d'autres, sont des gens qui tapent dans le domaine de l'art contemporain et qui ont marqué de leur empreinte la création de ces 20 dernières années. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont absolument aucune limite. En tout cas, Delvoye, il n'a absolument aucune limite. C'est un iconoclaste, provocateur, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et ces idées, eh bien, il les applique au gré de ses envies et au gré de l'actualité. Et donc, cette exposition au Musée royaux des Beaux-Arts est intéressante parce qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où on a une espèce de rétrospective de ce qu'il a fait depuis quelques années. Et il y a notamment la fameuse cloaca, donc cette machine. Les cochons tatoués. Il y a les cochons tatoués. Et donc, il y a ces nouvelles œuvres qui n'avaient pas encore été montrées, qui sont des bas-reliefs qui sont taillés dans le granit de scènes de Counter-Strike. Et ce sont des scènes qui sont choisies à dessein, où il y a des gens qui se battent au milieu de colonnades grecques, etc. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Et puis ensuite, il y a la confrontation de ces œuvres avec les primitifs flamands, notamment, qui s'appelle la partie Old Masters, en bon français, donc de ces musées royaux des Beaux-Arts. Et c'est intéressant de se dire à un moment donné que même Wim Delvoye est rattrapé par l'aseptisation de la société. Parce que dans sa rétrospective, on a les cochons tatoués. Alors je rappelle, hein, il avait une ferme en Chine où il faisait tatouer des cochons vivants sous anesthésie. Enfin, il élevait les cochons et puis il tuait les cochons et il vendait les peaux de cochons qui avaient été empaillés. Donc ça fait un tollé, on imagine bien, etc. On voit bien Brigitte Bardot. Oui. Ah oui, non, tout de suite. Et aujourd'hui, il fait la même chose, mais avec de faux cochons qui sont recouverts de tapis d'Orient ou de motifs de tapis d'Orient. Donc on voit un petit peu, lui-même dit, maintenant on ne peut plus rien faire, quoi. Il y a une nuance entre ne plus rien faire et faire beaucoup, mais donc on voit vraiment cette transition. Et ce qui est intéressant, c'est que ça forme une boucle. Parce qu'en définitive, les cochons chinois ne sont pas en face des primitifs flamands, ce sont les nouvelles œuvres aseptisées qui sont, eux, en face des cochons, enfin des primitifs flamands. Donc il y a cette espèce de boucle. Il y a une partie de l'exposition au deuxième, l'autre partie qui se trouve au -4. Donc il y a vraiment cette... Est-ce que c'est tiré par les cheveux, cette comparaison, ou est-ce que ça vous paraît logique ? Non, alors c'est pas du tout tiré par les cheveux, voilà. Parce que les œuvres, notamment il y a des œuvres qui sont distordues, ce sont des œuvres existantes qu'il lui a remoulées et a contorsionnées. Il y a toute une série de Christ aussi, et parfois les œuvres distordues sont en face des œuvres originales. Donc il y a vraiment un dialogue, pour le coup, non artificiel, parce que parfois ce qu'on peut reprocher à ce genre de dispositif, c'est l'artificialité qu'il peut y avoir entre la comparaison, etc. Ici, il n'y a pas d'artificialité. Et il y a d'autant moins d'artificialité, que ce sont des artistes flamands.
Et donc, ils ont le même terreau, la même extraction géographique. Et c'est intéressant de voir que 4 ou 5 siècles plus tard, ce que l'art flamand peut faire et produire. Voilà. Nicolas, est-ce que vous en avez déjà entendu parler de l'autre côté? Donc, quand on m'a mentionné l'idée de Wim Delvoye, je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà entendu parler de cet homme-là? Je suis allé, comme n'importe qui, sur Google. Et je me suis rendu compte que quand j'étais à l'université, il y a de cela pas si longtemps, à l'Université du Québec à Montréal, à la galerie de l'UQAM, on avait reçu le cloaca numéro 5. Et ça avait fait tout un tollé. Je me souviens qu'à cette époque-là, tout le monde se demandait deux choses. D'abord, pourquoi une machine à caca? Et deuxièmement, à quoi ça sert? Et je trouve que ces deux questions-là... En même temps, c'est contenu dans l'intitulé. Hein. Comment? À quoi ça sert? C'est contenu dans l'intitulé. Oui, exact, c'est vrai. Et donc, je trouve que ces deux questions-là nous ramènent quand même à l'importance qu'a ce genre d'artiste-là, qu'a ce genre d'art contemporain-là dans la subversion qu'elle amène dans l'art qui peut être justement plus stérilisé. Et je pense que ça amène aussi des gens, des jeunes comme ce que j'étais à cette époque-là, ce que je suis encore peut-être aussi, à réfléchir, en fait, à la place de l'art. C'est vieux maintenant. Oui, exact, oui, je suis très vieux, j'ai de l'expérience et de la sagesse. Bref, ouais, voilà. Ben donc, on l'a reçu, entre autres, pour ça, Wim Delvoye, au Québec, ouais. Cloaca, ce qui est intéressant, c'est que lui dit, la question de savoir si c'est de l'art ou pas, je peux vous donner une réponse très, très rapide, c'est que chaque fois que je l'installe dans un musée, dans un pays différent, l'interprétation en est différente. Les Français se demandent, elle mange quoi? Parce que c'est une machine qui mange et qui finit par faire caca. Les Américains la nettoient tous les jours. Les Suisses l'ont nettoyée aussi tous les jours quand elle a été mise en exposition en Suisse. Et les Chinois... Et les Wallons? Les Wallons se demandent si c'est de l'art. Ils sont très pragmatiques. Et les Chinois ont répondu... Que pouvons-nous lui cuisiner? Et je trouvais que c'était intéressant, justement. Et au final, oui, ça devient une œuvre d'art, puisque c'est le questionnement qui est derrière qui est intéressant. Et c'est Guillaume, vous qui êtes un maître de l'histoire de l'art. Oh là! Les Yann Fabre, Wim Delvoye, etc., c'est d'une certaine façon, c'est des héritiers de Marcel Duchamp. Mais oui, complètement. Bien sûr. Moi, c'est totalement revendiqué, c'est-à-dire Duchamp et le surréalisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire une peinture pour la mettre au-dessus d'un divan, mais c'est de mettre une question au-dessus d'un divan, le divan étant souvent le divan du psychanalyste. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et je vais aller du côté de la Suisse immédiatement avec Jean Tinguely, qui est un grand artiste suisse, qui a fait pendant des années, des machines d'une complexité extrême dont le seul objectif consistait à faire bouger une marguerite en plastique. Donc vous voyez une énorme sculpture. Alors, évidemment, pour beaucoup de gens, c'est ultra déstabilisant, mais en fait, dans l'histoire de l'art, ça existe, Tinguely, depuis des années. Et c'est dans les... Je pense qu'ils disent Tinguely. Tinguely, c'est vrai. Effectivement, on dit Alors, Tinguely. Wim Delvoye, par vous. Ou un canard en plastique. Ouais, moi, la question que je me... Enfin, pas la question que je me pose, mais finalement, quand je regarde Wim Delvoye, évidemment, on estime ça provocateur, et puis on se dit, mais finalement, l'art classique dans tout ça, alors c'est peut-être oublié parfois, enfin, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais l'art, par essence, et les artistes ont toujours été provocateurs. Mozart était complètement provocateur à son époque. Aujourd'hui, on le voit comme du conservatisme à l'extrême. Enfin, c'est banal. Manet, dont on a parlé. Manet, bien sûr. Rubens, même Rubens. Il y a des peintures de Rubens qui, à l'époque, étaient vues comme des gens subversifs. Basquiat, Marina Abramovic, enfin, tout le monde est passé par là. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si quelqu'un comme Delvoye va réussir à rester ancré dans l'histoire de l'art au même titre qu'un Duchamp avec son urinoir. Son cloaca, finalement, est-ce qu'il aura la même valeur? Je ne sais pas que merde d'artiste de Piero Manzoni dans les années 60, avec ses boîtes ces boîtes de conserve dans lesquelles il avait mis des déjections humaines, soi-disant. Je crois que c'est le cas, parce que certains ont commencé à fuir. On s'est rendu compte que c'était réellement le cas, parce qu'on s'est posé la question pendant un bon moment. La question, elle est là. Quel sera véritablement l'héritage? Moi, je ne suis pas historien de l'art, donc j'ai beaucoup de peine à savoir si on parlera dans 20 ans ou dans 30 ans de Wim Delvoye comme on le parle maintenant. Est-ce qu'il aura la même importance que d'autres? Mais voilà, qu'on provoque aujourd'hui, il y a des McCarthy, Damien Hirst, enfin, je veux dire... Voilà, ce que vous dites est très important, parce que s'ils appartiennent à une génération des gens qui ont entre 50 et 60 ans, qui font ça. Et souvent la Belgique, donc votre bien-aimé pays, est beaucoup plus influencé par l'Angleterre que par la France. Et il y a beaucoup plus de rapports entre la dinguerie, entre guillemets, même si maintenant elle est devenue extrêmement raisonnable, comme vous l'avez expliqué, de Damien Hirst avec les requins enfermés dans du formol. C'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très très proche dans l'esprit de cette époque-là, beaucoup plus qu'une comparaison avec les artistes français qui sont beaucoup plus formels, d'une certaine manière, beaucoup plus académiques. Alors maintenant, est-ce qu'il est le premier à avoir inventé? Ça, c'est la question. C'est comme dans le domaine de la musique. Quel a été le premier groupe de hard rock et quels sont ceux qui ont copié? Réponse, Bigot, puisque justement c'est une interrogation. Ah bah alors le premier morceau, c'est You Really Got Me par les Kings. Voilà.
ou Rumble par Link Ray. Vous voyez, il y a déjà une discussion. Picasso disait c'est quoi la phrase de Picasso? Moi, je ne cherche pas, je trouve. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Nicolas, on a parlé donc de Wim Delvoye. Laura, quel est l'écho qui existe sur les réseaux sociaux? Alors, ce qui est fabuleux, c'est que son œuvre d'art Cloaca a son hashtag. Le hashtag Cloaca existe sur les réseaux sociaux et est interprété dans tous les pays. Donc, au-delà des interprétations par pays, on voit la vision de chaque internaute par rapport à cette œuvre d'art. Mais là où il va encore plus loin, c'est que son site internet, il a un site internet officiel, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est comme le monde de Wim Delvoye. Vous pénétrez son monde et vous avez quasiment l'intégralité de toutes ses œuvres d'art. Et on voit la diversité, parce que c'est vrai que du cochon tatoué au cloaca, en passant par des chaussons en forme de lapin, on ne sait pas si ce sont de vrais lapins, je ne l'espère pas pour eux, mais on voit la diversité de ses œuvres et c'est un bonheur. Alors je sais que souvent vous êtes réfractaires aux œuvres d'art qu'on voit d'une façon digitale, mais alors celle de Wim Delvoye s'adapte parfaitement au digital et c'est d'aller sur son site, c'est déjà d'avoir accès à un grand nombre de ses œuvres. Est-ce qu'on a besoin de les voir en vrai? Après, bien sûr, c'est toujours mieux, mais quand même, on se rend compte de surtout pour l'odeur. C'est surtout ça, je n'osais pas le dire. À propos de tatouage, rien, c'est ça qui est fou. vous savez que Delvoye, je ne sais pas si vous savez ça, Delvoye a tatoué pas seulement des cochons, mais il a tatoué le dos d'un homme, qui est un Suisse en l'occurrence. Il a accepté d'être... Non, c'est pas moi. Et non seulement son dos est tatoué, mais son dos a été vendu à un collectionneur. 150 000 euros, je crois. 150 000 euros, absolument. Donc il s'expose parfois dans des beaux-arts. Et le jour où il sera mort, dans les musées, le jour où il sera mort, eh bien, on pourra lui enlever la peau de son dos et le collectionneur l'a récupéré. Yves. Ça coûte la peau des fesses. Hein, la peau du dos. Ce type de provocation dans l'histoire du rock, c'est fréquent. Ça a existé X fois. Évidemment, la transgression, regardez, elle est dès le début. Hein, c'est Elvis Presley. Déjà, un blanc qui chante comme un noir. C'est une transgression. Mais vous avez bien son connu pendant des années animalité. la Belgique, qui est Bien sûr. Alors, la Belgique est le pays. C'est très intéressant d'ailleurs aujourd'hui à l'ère des fausses nouvelles. Par exemple, la Belgique, et ça dit le cœur de l'esprit belge pour moi, ne veut pas légiférer sur les fausses nouvelles car ça interdirait le droit à la parodie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental de l'esprit belge, si je parle sous le contrôle de Sylvestre. C'est totalement. Mais à l'école, en France, on vous enseigne à être un bon citoyen. En Belgique, à l'école, dès les petites classes, on vous enseigne à avoir l'esprit critique, à remettre en cause ce qu'on vous dit, ce qu'on vous apprend, la version officielle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est partagé, je pense, par la Belgique et les Pays-Bas. La notion de hiérarchie n'a rien à voir avec celle qu'on connaît, nous, dans les pays latins. Il n'y a pas de hiérarchie. Où il y en a moins. En tous les cas, il y a quelqu'un qui est un peu plus responsable que les autres, mais tout le monde donne son avis. On est beaucoup plus à plat. Et l'esprit de transgression, vous le voyez dans la fameuse émission Striptease, dont on a déjà parlé ici, c'est au cœur de l'esprit belge que de vouloir transgresser, remettre en question, critiquer, revenir, et puis surtout, toujours avoir ce degré de dérision et d'autodérision qu'on a du mal à avoir, nous, en France. Alors, j'ai une question de cours, quasiment, philosophique, anthropologique. Est-ce que tout ça existe parce que l'Angleterre comme la Belgique sont des monarchies ? Je crois qu'il y a un lien, mais je crois que c'est dû aussi quelque part à l'insularité. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est une île, refermée et repliée sur lui-même, et avec cette possibilité d'ouverture à l'extérieur. La Flandre est aussi comme ça. La Flandre, c'est vraiment un îlot avec qui sera bientôt sous l'eau, d'ailleurs. C'est un avec îlot, le réchauffement climatique. Un îlot culturel, parce que c'est très petit. C'est vrai. Linguistiquement, isolé. Et tous ces artistes-là, encore une fois, sont flamands, ils ne sont pas belges francophones, parce que les belges francophones sont fatalement presque vampirisés culturellement par la France. Les belges francophones sont dans la même lignée que la France, des artistes belges les comédiens belges. Souvent, nous, on oublie qu'ils le sont. Voilà, et on dit Jacques Brel, il est belge, ou Benoît Poelvoorde, il est belge. Enfin voilà, nous, on s'en fout un peu, il peut être ce qu'il veut, enfin, c'est pas très grave. Mais voilà, je veux dire, on n'a pas ce chauvinisme-là. Chose qui est complètement différente en Flandre. Et en Flandre, comme ils sont isolés culturellement et même linguistiquement, ils sont obligés de s'ouvrir, de prendre,
et donc tout est passé par là en fait. C'est un pays tampon avec les guerres napoléoniennes, etc. Donc ça tient plus, à mon avis, à ce côté insulaire qu'au côté effectivement monarchiste de la chose. Nous allons passer maintenant aux Sœurs Labec, qui sont donc deux pianistes classiques, mais qui depuis maintenant un certain temps ont largement élargi leur répertoire. Et là, l'événement, c'est qu'elles se retrouvent avec Thom Yorke, qui est le leader de Radiohead, début avril dans la salle de la Philharmonie de Paris, et depuis un petit peu partout dans le monde. Donc ces célèbres pianistes, Katia et Marielle Labec, originaires du Pays Basque, étaient donc sur scène avec Thom Yorke, le leader de Radiohead, qui proposait en leur compagnie sa première création destinée à être jouée par des artistes classiques dans des salles de concert classiques. Avant de parler de cette collaboration, je vous propose de découvrir quelques images de ces fameuses sisters. Alors, c'est un double mouvement donc, qui rejoint ou qui réunit les Sœurs Labec et Thom Yorke, à savoir que les Sœurs Labec sortent de plus en plus du classique pour jouer des choses qui appartiennent évidemment au répertoire archi-contemporain. Et Thom Yorke, finalement, et c'est aussi l'expérience de Radiohead, notamment aussi de l'un de ses guitaristes, Johnny Greenwood, mais ils sont à la fois dans la pop, mais de plus en plus tentés, mon cher Yves, par la musique savante, par la musique expérimentale. Ils n'ont pas du tout envie de rester enfermés dans l'idée d'un groupe de rock, quoi. Même s'ils le sont profondément. À tel point que Thom Yorke a refusé d'assister à l'intronisation de Radiohead au Rock and Roll Hall of Fame aux États-Unis, car il devait répéter avec les Sœurs Labec pour cette tournée qui est passée par Londres, par la Philharmonie à Paris, l'Auditorium de Lyon, etc. C'est dire si ça lui importe, en fait, cette nouvelle carrière de compositeur pour piano, et qui vient rejoindre l'expérience. Alors les Sœurs Labec, qui sont très connues évidemment en France et de par le monde, justement pour leur caractère expérimental et d'aimer se mélanger à d'autres musiques, le jazz évidemment, hein, et le rock. Katia a été mariée avec John McLaughlin, donc le guitariste de Mahavishnu Orchestra, Miles Davis et Shakti et beaucoup d'autres, un des plus grands guitaristes du XXe siècle, qui a joué avec Carlos Santana, comme dans l'album qui est votre album chéri, Guillaume, Love, Devotion and Surrender. Mais donc là, elle s'attaque à en fait une forme d'avant-garde du piano, puisque leur concept s'appelle Minimalist Dream House. Et là, en fait, on retrouve cette musique qui est de l'épure. Par rapport, si vous voulez, le piano classique, vous parliez dans une émission précédente de la fantastique Martha Argerich. Ouais. Et là, c'est de la virtuosité, etc. Et les Sœurs Labec sont virtuoses de piano. Mais là, justement, elles vont dans une recherche qui va vers le minimalisme. Ouais, avec les grands compositeurs, Steve Reich, Phil Glass, etc. Et au-delà de ça, inspiré par Erik Satie, qui, justement, n'est pas dans la virtuosité, mais d'une certaine façon, plus proche d'un Brian Eno hein, et de ces musiques voilà, un peu atmosphériques, bien que jouées au piano. Évidemment, c'est toute l'école new-yorkaise des années 50 et 60. Et donc, ce nouveau spectacle, dans lequel, en deuxième partie, elle joue les œuvres de Thom Yorke et où il vient, à la fin, lui-même chanter un morceau avec elle en conclusion. Voilà, c'est le nouveau stade, on va dire, de leur recherche musicale très polymorphe. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est la sortie définitive, justement pour Thom Yorke, sans doute. Non, mais la sortie définitive du rock. Pour le rock... de Radiohead non. Oui. Non, moi je pense pas du tout. Je pense qu'il y a chez des compositeurs dans le rock, de temps en temps, l'attrait soit du symphonisme, soit de l'académisme. Billy Joel aussi vient à l'esprit, mais je pense que c'est juste une espèce de recherche de respectabilité un peu ridicule. Metallica l'avait fait aussi en son temps. Ouais, en 1999. Alors, donc, San Francisco. Ouais. Justement, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Parce qu'il y a quand même chez Radiohead quelque chose... C'est pas le rock basique, Radiohead. Donc il y a quand même déjà cette attirance. Vers l'intellectualisme. Johnny Greenwood, je parlais tout à l'heure, qui est le guitariste, il a fait la musique de There Will Be Blood, le film de Paul Thomas Anderson, il a eu des récompenses dans le monde entier, il a fait plusieurs musiques de films, il a écrit des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec le rock.
On est, pour Radiohead, comme vous l'avez dit très bien, ce n'est pas un groupe pop-rock traditionnel. C'est un groupe qui a connu plusieurs ruptures et à un moment donné une radicalisation dans l'approche musicale. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'un Thom Yorke arrive sur ce genre de terrain. Et ça ne m'étonne pas que les Sœurs Labec non plus convergent vers lui, dans le sens où même quand elles jouent le répertoire très classique, elles ont une attitude rock'n'roll. Moi, je les ai vues plusieurs fois. Par exemple, il y en a une qui est habillée en blanc et l'autre qui est habillée en noir. Elles sont en battle de piano, même si le terme n'est pas correct, mais pour moi, c'est une espèce de battle, comme on peut avoir une battle de rap. Et elles ont cette attitude rock'n'roll où elles ne tiennent absolument pas en place. Donc, il y a des velléités chez l'un et d'autres velléités chez les deux autres qui les font converger. Je ne suis pas du tout surpris. C'est un peu comme des recherches de respectabilité chez des gens qui ont toujours été punk, par exemple, et qui décident de marier une bourgeoise. Et l'inverse. Voilà. Et la volonté de s'encanailler dans l'autre sens. Je pense que ça, dans tous les milieux et dans toutes les strates culturelles, on a connu ce genre de mariage et de convergence à un moment donné. Nicolas. Ouais, les Sœurs Labec le disent aussi quand on joue, par exemple, le sac du printemps. Pour nous, c'est quelque chose qui est fondamentalement rock, mais on n'a pas le loisir, dû au cadre de la musique classique, d'exprimer ce rock'n'roll dans l'interprétation et dans la réception de cette musique-là. Donc, il y a d'abord ça. Je pense aussi qu'il y a dans la notion de respectabilité des musiciens rock qui décident de faire ce virage vers la musique classique. Il y a aussi, je pense, tout simplement l'idée d'exister autrement. Les musiciens rock, particulièrement quand on est dans un groupe comme Radiohead, ils sont cantonnés dans un rôle très, très précis. Et je pense que quand Thom Yorke décide de s'aventurer dans la musique classique, dans l'idée de la composition, il y a un acte bizarrement, mais de subversion par rapport au milieu auquel il appartient. Et il l'a aussi dit, il y avait un petit peu de jalousie, parce qu'il est très jaloux de Johnny Greenwood, qui, lui, a la capacité de lire et d'écrire de la musique classique et des orchestrations et des arrangements. Johnny Greenwood, il joue d'une dizaine d'instruments, voilà. des ondes Martenot. Enfin, c'est un musicien incroyablement... savant. Oui, c'est un musicien savant. Donc, quand il a décidé de composer la musique, par exemple, pour Suspiria, la reprise de ce fameux drame d'horreur, c'est venu d'une pure jalousie. Il se disait, si lui, il le fait, moi, je suis capable de le faire. Évidemment, il a frappé un mur, mais ça lui a permis ensuite de pouvoir aller plus loin. Et on parle de Thom Yorke, mais Bryce Dessner aussi, qui est dans ce projet-là, qui est un des deux jumeaux du groupe des Nationals. C'est aussi un grand compositeur. Donc, c'est pas parce qu'on est un musicien rock, qu'on est dans un grand groupe populaire, qu'on peut pas aussi être un grand compositeur contemporain de musique classique. Je pense que les deux peuvent très, très bien coexister. Voilà, Michel. Oui, j'écoutais ce qui a été dit avec intérêt. Je crois que merci. Je suis votre premier public. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, ça me rappelle des interviews, des entretiens que j'ai pu avoir avec des musiciens classiques. Ce qui m'a toujours frappé avec les musiciens classiques, les interprètes, c'est que contrairement à l'image que le grand public peut souvent en avoir, comme des gens sérieux arrivant à guinder sur scène, en EPAP et autres. En tout cas, maintenant ça change, mais à une époque ça a été longtemps comme ça. Ce sont de joyeux rockers quand même dans leur tête et qui n'ont pas beaucoup de frontières qui sont fixes, qui sont vraiment curieux et ouverts, surtout souvent les musiciens classiques. Chez les rockers, pendant très longtemps, ça a été peut-être paradoxalement moins le cas. Ils étaient rockers sur scène et puis ils étaient moins curieux d'ouverture. Comparaison n'est pas raison. Il y a des exceptions. Intimidés aussi. Ouais, il y a des exceptions partout. Je suis pas en train de dire que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent c'est un petit peu comme ça. Maintenant, ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on assiste, on se retrouve avec des musiciens de rock qui commencent à avoir une culture musicale. Alors il y a toujours des exceptions avec des gens qui savent pas écrire et qui savent pas lire la musique, mais quand même, il y en a certains qui sont capables de plus en plus aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des études classiques avant de se tourner vers le rock, d'être capables d'écrire, d'être capables de composer, ce qui permet le pont entre les deux. Parce que du côté de la musique classique, il y a toujours eu un intérêt pour les autres musiques. Vraiment, c'est pas un monde qui est fermé. Par contre, il n'y avait peut-être pas les possibilités de le faire. Aujourd'hui, les deux peuvent peut-être plus facilement coexister, et c'est ce qui permet à des projets comme cela. Et c'est pour ça aussi, comme les Sœurs Labec, qui, en plus de tout temps, elles, ont eu un intérêt pour toutes les musiques. Puis accessoirement, j'ai envie de dire aussi, il y a quand même, quand on commence à regarder, indépendamment des groupes de rock, que ce soit, voilà, on en parlait, Metallica ou autres, ou Deep Purple, qui ont joué avec des orchestres symphoniques, il y a toujours eu des musiciens qui étaient entre les deux territoires, partout. Je pense à un type en Suisse comme Pascal Auberson, qui était percussionniste de l'orchestre de la Suisse romande, donc orchestre classique si l'on est reconnu, et puis en même temps qui a fait une carrière à la fois dans la variété, puis à la fois dans le jazz, et puis à la fois dans la chorégraphie. Ou Laurence Crevoisier, qui est une artiste suisse qui est dans les deux mondes, c'est-à-dire qu'elle est altiste classique et prof,
et puis elle joue aussi la musique contemporaine en même temps. Bah, tout ça pour dire que les ponts, me semble-t-il, ont toujours vraiment fonctionné. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une plus grande facilité dans pas l'académisme, mais dans la scolarisation, dans l'apprentissage qu'ont eu certains musiciens qui va permettre que certains ponts se fassent plus facilement. Et peut-être qu'on est en train de laisser tomber certaines étiquettes qui font que on peut accepter de voir des musiciens passer d'un genre à un autre de manière plus simple. Michel, en même temps, on est en train de réécrire totalement l'histoire, comme si on avait oublié celle qui a existé. Hein. John Cale, dans le Velvet Underground, il travaille avant ça avec John Cage, avec la Monte Young, etc. Donc ce qu'on est en train de décrire, en réalité, ça existe depuis les années 60. C'est simplement qu'on est en train de redécouvrir quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de la musique. Et les Beatles et le rock sont au contraire l'exemple de la musique qui a toujours englobé toutes les autres musiques les Beatles, bien sûr. de la planète. C'est plutôt le monde du classique qui regardait tout ça, jazz compris, avec un mépris absolu, qui est en train seulement de commencer à disparaître. On oublie aussi Gainsbourg, par exemple, qui a aussi convoqué la musique classique dans ses compositions. Donc, Convoquer, c'est un piètre mot, quand même. Oui, c'est ça. Totalement absorbé. Alors, plagiait quand il s'en empare. Sciemment. Non, je vais juste répondre à ça, parce que je ne suis pas sûr que c'est le monde des musiciens classiques. C'est beaucoup le monde des... c'est rigolo qu'on ait cette discussion. Je pense que c'est peut-être plus le monde des auditeurs de la musique classique, c'est-à-dire le public de la musique classique qui a été très longtemps, je dis, extrêmement réfractaire à ce qu'on sorte ou qu'on voit des artistes qui fassent autre chose. Oui, bien sûr. Non mais bien sûr, le fait d'être musicien, je veux dire, la musique, c'est le langage universel. Donc un musicien, il va entendre un musicien qui fait un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, ça va toujours l'intéresser. J'ajouterais un est beaucoup petit plus mot à sectaire, caractère sociologique bidon, mais c'est vrai que le star system du rock, pour des gens comme Radiohead, c'est plus du tout une fascination. Ils vivent à Oxford entre eux, et l'idée de passer des frigidaires par la fenêtre, d'avoir 45 000 petites amies, ça les intéresse plus du tout. Maintenant, ce star system-là, il est passé du côté du rap. Ce star system-là. Il est plus du tout du côté du rock. Donc l'attirance des musiciens de rock, qui ne sont plus les grands musiciens populaires qui ont existé il y a maintenant 20 ou 30 ans, eh ben, c'est d'élargir leur spectre et de ne pas jouer justement dans la comédie qu'on connaît, qui est celle du star system du rock'n'roll, qui est maintenant, il faut bien le dire d'une certaine manière, mort ou enterré ou représenté par des gens qui sont encore en vie. Ou une caricature, en tout cas. Voilà, en tout cas, une caricature. Que dit-on de cette collaboration sur les réseaux sociaux? Eh bien, pas grand-chose. La discussion Le retour à la raison. Non, mais la discussion que nous avons ici n'est absolument pas représentée par les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un sujet de conversation. Les seuls commentaires qu'on trouve de cette collaboration, ce sont celles des médias qui s'expriment sur Twitter et qui vont commenter. Mais sinon, c'est absolument pas repris par les internautes. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne les intéresse pas, ou parce que justement le public qui aime les Sœurs Labec et qui les écoute ne s'exprime pas sur le sujet? C'est tout à fait possible. C'est l'autre monde par rapport à Trois Cafés Gourmands dont on parlait il y a Exactement, c'est là. Non, mais attention, il y a d'autres artistes qui créent quand même, qui ne sont pas Trois Cafés Gourmands, qui créent plus de discussions. C'est là, effectivement, on en parle peu, et pourtant elles ont une présence digitale. Elles ont ouvert des comptes officiels. Radiohead, ils sont hyper présents. Ah oui, non, mais là je parlais des Sœurs Labec. Ouais. Mais elles ne suscitent pas d'entrain. Elles publient, mais elles sont suivies par 800 personnes. Moins que vous. Saloperie. Et vous reviendrez, ma chère Laura. Une grande présence réseaux sociaux. Mais il y a quand même cet album El Chan qui est sorti le 5 avril, composé en partie par Bryce Dessner, qui met en vedette les Sœurs Labec sur certains morceaux, qui est à écouter aussi, évidemment. Nous allons accueillir Gwenaël Bechet, qui va nous rejoindre. Mon cher Gwenaël. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Vous êtes spécialiste de l'histoire des cartes à jouer. Je rappelle que nous sommes donc dans le musée des cartes à jouer qui est à Issy-les-Moulineaux, donc dans la banlieue parisienne. Nous allons faire un petit peu d'histoire avec vous. Les cartes à jouer, ça existe depuis combien de temps dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'on a une trace? Alors, les cartes les plus anciennes qui sont conservées datent du 15e siècle. Et on a des mentions écrites en Europe à partir des années 1370. À partir des années 370, en une dizaine d'années, elles vont se répandre à partir des ports italiens et espagnols principalement, Barcelone, Gênes, Venise. Dans toute l'Europe,
la première représentation de joueurs de cartes se trouve dans un manuscrit de la British Library et remonte à la fin du XIVe siècle. Alors, nous sommes dans cette salle donc de ce musée. En quoi la collection qui est ici les Moulineaux, est évidemment pour l'historien que vous êtes unique? Elle est unique dans le sens où effectivement il existe d'autres musées de la carte à jouer avec des très très belles collections, avec des pièces que nous n'avons pas, mais qui sont toutes associées à l'origine à un fabricant de cartes à jouer. Par exemple, on a Cartamundi en Belgique, donc un musée à Turnhout. On a en Espagne, à Vitoria, un musée qui est lié à la maison Fournier. Nous, notre collection provient d'une collection privée et la vocation à la création du musée a été tout de suite de montrer un petit peu la diversité des jeux sans limite, si on veut, avec ces grandes traditions de cartes européennes, de cartes chinoises, de cartes indiennes, de cartes japonaises, et dans tous ces usages également, parce qu'il y a le jeu, mais il y a la cartomancie, la prestidigitation, on a des jeux d'artistes. L'idée, c'est de pouvoir montrer tout ça. Mon cher Sylvestre, est-ce que vous avez une question? Je me posais la question de savoir des cartes beaucoup plus contemporaines comme Magic, par exemple, ou ce genre de choses-là. Est-ce que ça aurait sa place ici? Est-ce que ça s'intègre dans la droite ligne de ces cartes anciennes, selon vous? Alors, il est vrai que nous présentons essentiellement les cartes, on va dire, conventionnelles, mais nous avons d'une part déjà proposé des expositions sur des auteurs de jeux, et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il y a une énorme création en termes de jeux de cartes qui s'échappe complètement de ce modèle traditionnel. Alors les cartes Magic de Richard Garfield, ça date des années 1990. On est un exemple, on présente nous des cartes Pokémon, il y a les cartes Naruto, enfin, ça a été un vrai phénomène dans le milieu de la carte à jouer, très très important. En ce qui concerne la carte Dernière question avec vous. Traditionnelle et aussi l'engouement pour l'univers numérique, est-ce que vous sentez qu'il y a toujours chez la jeune génération un intérêt pour ces cartes à jouer? Alors, je crois qu'effectivement, on a cru peut-être à un moment donné que les jeux vidéo, par exemple, allaient faire disparaître en fait ces pratiques de jeux de société. A priori, il n'en est rien, parce qu'il y a de plus en plus de lieux, de cafés, de festivals où on peut jouer et découvrir ces jeux. Et dans les festivals, on trouve même maintenant non seulement des jeux d'auteurs, mais aussi ces jeux traditionnels qui sont d'ailleurs une source d'inspiration pour les auteurs. Merci mille fois, Gwenaëlle Beuchet. Nous allons aborder un troisième sujet dans ce 300 millions de critiques qui est consacré à la mode africaine. En Afrique, la mode est partout et pas seulement chez les couturiers, les designers. La mode prend racine dans l'artisanat, mais aussi dans l'art traditionnel ou dans l'art contemporain. Et c'est cette omniprésence que la mannequin Noémie Lenoir est allée traquer un petit peu partout pour les besoins d'un documentaire en 2 parties qui s'appelle, je le cite, Habille-nous Africa, qui est diffusé sur notre bien-aimée chaîne TV5 Monde. Je vous propose d'en découvrir quelques extraits pour vous donner envie d'aller le dénicher, notamment sur la télévision à la demande, sur le site de notre chaîne. Et puis nous enchaînerons en parlant de mode. Regardez, c'est passionnant. En exclusivité sur TV5 Monde. J'ai envie de voir ce que vous faites, moi. Noémie Lenoir nous dévoile les dessous de la mode africaine. On a de grands créateurs. C'est énorme ce qui se passe en Afrique. C'est vraiment incroyable. Malgré les contraintes économiques. Chaque jour, dans l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton ont fermé. La créativité reste sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires. Non mais ça... T'as déjà habillé des célébrités? La dernière, c'était Beyoncé. Noémie Lenoir fait défiler les talents de demain. Habille-nous Africa, un documentaire inédit sur TV5 Monde. Alors, il y a d'abord, avant que nous parlions de la mode africaine, une intention qui est la vôtre, mon cher Yves, c'est justement d'aider ce documentaire à se réaliser. Alors oui, c'est un documentaire exclusif qui a été réalisé, incarné par Noémie Lenoir pour TV5 Monde. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer la mode africaine, qui aujourd'hui est la mode mondiale. D'ailleurs, plusieurs des créateurs que Noémie Lenoir est allée voir, Pathéo par exemple, c'est lui qui faisait à Trècheville, donc à Abidjan, où vous étiez récemment, Laura, c'est lui qui faisait les chemises de Nelson Mandela, ou à la fin, d'ailleurs, quand elle va au Sahara, au grand festival international africain de la mode, elle rencontre Alfadi, qui est la superstar de la mode. Mais au passage,
à Dakar, elle rencontre des créatrices. Et alors, elle n'est pas allée jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, où se trouve Rama Dio, qui habille et fait des bijoux pour Beyoncé, par exemple. Donc, la mode africaine, aujourd'hui, en réalité, elle est partout. Elle est dans le rap, elle est aux États-Unis, c'est la star de Coachella, etc. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est d'aller voir comment cette mode se fabriquait. Et c'est ça qui est fascinant. Donc Noémie Lenoir, elle est allée en Côte d'Ivoire, elle est allée à Douala au Cameroun, elle est allée au Sénégal, puis finalement au Sahara. Mais voir à la fois les créateurs, les stylistes, les gens qui imaginent cette mode. Et les ouvriers, mais aussi, les ouvrières. Voilà, le tissage du coton. Et on voit des scènes absolument incroyables où on voit des enfants, mais des adultes qui courent 30 et kilomètres. qui font 30 km par jour juste pour vous faire un fil de coton. Je veux dire, c'est absolument dément. Et les difficultés de la mode africaine, qui à la fois est réclamée dans le monde entier, mais qui a des difficultés économiques sur place, mais surtout qui représente l'Afrique. Je veux dire, les tissus, les coupes, les couleurs, etc., aujourd'hui, sont partout dans le monde. Et donc, voilà, Noémie elle-même, qui est un top, est allée rencontrer les créateurs africains. Et Jean-Paul Gaultier, qui s'est beaucoup, évidemment, inspiré de la mode africaine. Sylvestre. Je crois que c'est dans la première partie, elle rencontre une dame, une Française qui a décidé de retourner dans son pays et qui a des usines, qui a une centaine d'ouvriers et qui a à Dakar, qui a une démonstration qui pour moi est au centre de ces deux documentaires. Elle dit, comme le dit Yves d'ailleurs, il faudrait réindustrialiser le pays parce que le coton est massivement exporté. Je crois que c'est en Afrique 95%, donc c'est énorme. On voit des espèces d'énormes, presque villes abandonnées, des villes qui étaient consacrées au Gonfreville, à côté de Bouaké, notamment, voilà. En Côte d'Ivoire. Et elle dit, en fait, ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait... Et alors, elle part quelque chose dont je n'avais pas conscience et que je connais depuis que je suis enfant, c'est-à-dire, nous, on appelle ça les petits riens, mais ça s'appelle Emmaüs, ça porte d'autres noms. On met nos vêtements dans des sacs qui sont envoyés en Afrique. Et elle dit, voilà, ces vêtements gratuits ont absolument... Mais en fait, ils ont fait péricliter, si on veut, le textile en Afrique. Tout est gratuit, donc les gens ne consomment pas de textile sur place. Donc il ne faut pas tisser des vêtements sur place. Et donc, elle dit simplement, coupe, vous arrêtez complètement d'exporter des vêtements de seconde main vers l'Afrique. On va être obligé de se revêtir en utilisant des usines qui sont sur place, donc rouvrir des usines, rouvrir des filatures, recréer de l'emploi, aussi recréer de la formation. Et je trouvais que sa démonstration était particulièrement intéressante en disant, vous pensiez faire quelque chose correctement, mais vous avez complètement déstabilisé en quelque sorte notre économie pour, en définitive, profiter du savoir de cette économie, mais à distance. En gros, vous aimez bien ce qu'on fait, mais vous le produisez vous-même. Donc, je trouvais que le cœur même... Il n'y a pas que ça, quand même. Non, il n'y a pas que ça. Mais effectivement, c'est un échange. Parce qu'elle dénonce aussi les différentes politiques des gouvernements. Bien sûr. En disant, finalement, aujourd'hui, l'habillement et l'industrie textile n'est pas la priorité. Tout à fait. Et les VA et d'autres matières premières sont la priorité. Donc, c'est aussi au gouvernement de nous rendre le pouvoir. Non, puis dire, Michel. Oui, rapidement. Non, économiquement, c'est juste. Enfin, c'est une chose à laquelle moi j'avais jamais pensé. C'est vrai que quand j'ai vu cet épisode et j'ai entendu cette chef d'entreprise expliquer ça, je me suis dit ah bah oui, ça fait sens. Mais en même temps, c'est vrai que ça a certainement une importance, mais il y a encore une importance plus grande, c'est-à-dire voilà, c'est toute la production massive de coton qui vient d'Asie et puis à des coûts qui sont nettement moins chers que la production africaine, par exemple, et qui petit à petit à manger cette production. Mais ce que je trouve intéressant, évidemment, dans toute la problématique qui entoure la mode africaine aujourd'hui, c'est que cette dernière bénéficie de deux choses, ou peut bénéficier de deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai lu un certain nombre d'articles pour préparer cette émission, je ne suis pas un spécialiste, mais je cite ce que j'ai lu, c'est-à-dire que quand vous discutez avec les milieux de la mode, ces derniers sont en train de dire aujourd'hui, il y a un petit désamour avec les grandes capitales de la mode historique, c'est-à-dire Londres, Paris, Milan et New York. Pas pour les créateurs, mais pour les podiums, pour le fait que ce soit fait là. Donc aujourd'hui, il y a une volonté d'aller faire des défilés, d'être un petit peu ailleurs et partout dans le monde, et pas simplement dans ces 4 endroits principaux. Et puis il y a les réseaux sociaux. C'est deux choses aujourd'hui qui démocratisent, entre guillemets, ou qui ouvrent la mode sur le reste du monde. Puis en même temps, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des allers-retours entre les différents créateurs. Si on pense à quelqu'un qui avait disparu, mais qui existe à nouveau, une marque française qui était Paul Poiret, qui était très importante au début du XXe siècle. Ah bah oui, les années 20, c'était la superstar. C'est ça. Et ben lui, c'est lui qui a acheté les Demoiselles d'Avignon.
Ah bon? Ah bah voilà, ok. Et il les habillait aussi. En l'occurrence, c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que ça a été repris par un groupe sud-coréen aujourd'hui, quand bien même Paul Poiret, au début du XXe siècle, lui s'inspirait franchement de la Turquie, du Japon et de la Chine. Enfin, il était complètement dans l'orientalisme au niveau de la mode. Donc ça existait déjà à ce moment-là. C'est pas véritablement quelque chose de nouveau. On va pas non plus réinventer la chose. Mais néanmoins, il y a toujours ces cycles d'aller chercher des influences partout, avec aujourd'hui voilà, la possibilité d'avoir des réseaux sociaux, puis la volonté aussi d'aller plus loin, qui peuvent justement aider l'Afrique à développer une industrie de la mode, parce qu'il y a un véritable attrait. On estime aujourd'hui que d'ici 2020-2025, ça pourrait comptabiliser à hauteur de 60 milliards d'euros les dépenses qui pourraient être faites pour la mode en Afrique via les achats notamment sur Internet ou autre. Donc il y a un véritable marché pour ça. Mais pour cela, alors on en vient à ce que effectivement disait Laura tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une infrastructure malgré tout qu'il faudrait développer, et ça doit être une volonté politique. L'Organisation mondiale pour la protection intellectuelle à Genève a d'ailleurs rendu un rapport au début de 2010-2011 qui disait la même chose. Il y a tout à faire. Par contre, il faut véritablement mettre en place une structure à la fois légale et à la fois économique pour permettre l'essor, le développement de ce qui permettra à la mode africaine d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, voilà, il y a la création, il y a des Fashion Weeks à Kampala, à Tunis, à Dakar, à Abidjan, il y en a partout. Mais on sent que ça bouge. C'est là, le potentiel est là en tout cas. On sent que ça bouge. En plus que le potentiel. Et Michel, tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que maintenant les créatrices, on en voit une dans la deuxième partie du documentaire de Noémie Lenoir, qui s'exporte grâce à Instagram, qui a son compte Instagram, sa popularité, qui porte ses modèles et qui traverse les continents grâce à ça. Et c'est vrai que ça donne une nouvelle dynamique. Alors elle n'est pas toute seule, il y en a plein. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire récemment et de découvrir des jeunes créatrices, et je dis mais c'est magnifique ce que vous faites. Elle me dit vous pouvez me commander, hein, j'ai mon compte Instagram et je livre à l'étranger. Et c'est vrai que je pense que est en train de naître une nouvelle dynamique qui peut-être va redonner envie, en tout cas au gouvernement, de relancer cette industrie-là. Et dans le documentaire, cette jeune femme qui parle justement de son succès via Instagram, parce qu'elle a entre autres fourni des vêtements, accessoires à Beyoncé pendant la dernière campagne publicitaire, en fait campagne de marketing qu'elle a fait. Elle dit une chose très importante. Elle dit il y a 80... Loza Maleombo. Loza Maleombo, voilà. Parce que voilà, j'avais oublié son nom aussi. Loza Maleombo. Donc, ce qu'elle dit, c'est, oui, bien sûr, l'opportunité, c'est important, mais elle dit 99% c'est de la préparation, 1% c'est de l'opportunité. Et je pense qu'on est rendu dans ce 1%-là, dans la structure africaine, c'est-à-dire que la préparation, elle est là. Il y a clairement une mode africaine qui ne demande qu'à circuler en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Maintenant, c'est l'heure de donner cette opportunité-là aux créateurs africains ou de redonner cette opportunité-là aux créateurs africains de rayonner. Parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans le documentaire. On dit, oui, bon, ben, l'Afrique, et je pense qu'il y a une des intervenantes qui le dit, l'Afrique n'existe pas. C'est-à-dire, l'Afrique n'existe pas. Dans la mode, on vit en silo, chacun produit ses trucs dans son pays, mais on ne communique pas entre nous. Et je pense qu'on s'est tellement approprié, nous aussi, en tant qu'Occidentaux, la mode africaine, que c'est aussi notre rôle, à un certain point, de redonner, en termes d'opportunités, en termes de visibilité, à la culture africaine. Donc, je pense qu'on le saisit très bien, c'est dans le documentaire. Une dernière chose, ce documentaire vraiment arrive à point nommé, parce qu'il arrive à un moment où les consommateurs sont lassés, ont trop de vêtements, consomment trop. On nous parle d'une slow wear, slow fashion. Et quand on voit les techniques qui sont employées en Afrique, les techniques ancestrales et la façon dont sont fabriqués les vêtements, on a envie d'avoir ces vêtements-là qui ont été fabriqués de cette façon et non pas les vêtements qui sortent des usines et totalement uniformisés. Question, coup de cœur. Ça a un lien. Rock'n'Roll Comics, et le rock est une musique afro-américaine, de Bruno Blum, qui en fait fait son autobiographie en bande dessinée, car c'est aussi un BDiste, un illustrateur, etc., en photo, et il y raconte sa carrière de rock critique pour le mensuel Best, le mensuel du rock, et à Londres, notamment où il a vécu pendant des années, et il y a des photos, on le voit, lui avec Mick Jagger, lui avec Joe Strummer, etc. C'est magnifique, il y a beaucoup d'esprit, le coup de crayon est formidable. Voilà, on rappelle le titre ? Rock'n'Roll Comics.
Mon cher Sylvestre. Jusqu'à fin juin, l'art habite la ville dans la droite ligne de Mons 2015, capitale culturelle européenne. Eh bien, d'autres artistes ont été invités à intervenir dans la ville, donc à peindre des façades, à peindre des mots, notamment en collaboration avec des détenus de la prison de Mons ou en collaboration avec des enfants des quartiers. Michel. Un film, un documentaire fictionnel, on va dire, cette semaine, ça s'intitule Le Voyage de Bachot. On le doit au réalisateur suisse Richard Dindo. C'est un film absolument magnifique pour lequel il a engagé un moine bouddhiste qui joue le rôle de Matsuo Bachot, qui était un peu le père spirituel de la poésie japonaise et du haïku, notamment, au XVIIe siècle. Et puis avec lui, bien, il pérégrine dans un Japon où la nature est omniprésente. C'est splendide. Mon cher Nicolas. Moi, je vous parle de B-Side, qui est un magazine québécois dont le but est de rapprocher l'humain de la nature. Ça a l'air très ésotérique dit comme ça, mais ils le font d'une magnifique façon. Ils le font entre autres à travers la culture, à travers la musique. Ils organisent des concerts qui s'appellent les canoës-concerts avec des artistes québécois. Donc, ils sont sur un canot, sur une rivière, sur un lac et ils font des concerts pour un petit public. Et là, ils amènent la chose encore plus loin. Ils vont organiser un festival à la mi-juin qui s'appelle le Festival B-Side pour découvrir les territoires québécois à travers la culture. C'est B-Side. Laura. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce mini-documentaire diffusé sur le Média Brut, consacré à 2 jeunes entrepreneuses africaines qui ont décidé de créer des poupées pour leurs enfants en disant il n'y a pas de poupées dans lesquelles nos jeunes filles peuvent s'identifier. Donc, elles ont créé 6 poupées avec des coiffures qui ressemblent à celles des petites filles, des vêtements, on le dit, comme on a pu voir dans le documentaire, et également une poupée albinos et une poupée atteinte du vitiligo. Et j'ai trouvé que le documentaire était très bien fait. Voilà, et pour terminer, évidemment, on va vous montrer cette fameuse Joconde du musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Vous allez la découvrir. Et ciao, à la semaine prochaine.